Partout dans le monde, il existe des communautés qui ont appris à vivre dans des territoires extrêmes, loin du confort des villes modernes. Certaines sont installées sur l'eau, d'autres résistent au cœur de montagnes isolées, de déserts brûlants ou de régions polaires, où le quotidien demande une organisation d'une précision remarquable. Chacune témoigne d'une manière unique de s'adapter. Architecture, tradition, ingénierie et mémoire collective se mettent au service de la survie. Dans ce documentaire, nous partirons à la découverte de 25 villages où la vie continue même lorsque l'environnement semble imposer toutes les limites. Rhine, Norvège. Au-delà du cercle polaire arctique, Rhine occupe une mince bande de terre entre fjords profonds et montagnes abruptes. Ce village des îles Lofoten semble presque comprimé par le paysage. Ces maisons rouges de pêcheurs appelées rorbue bordent une mer froide dont dépend encore une partie de l'économie locale. En hiver, tempête, neige et longues nuits compliquent les déplacements, tandis que les routes doivent contourner falaises et bras de mer. La pêche à la morue a façonné Rhine pendant des générations, avant que le tourisme ne prenne une importance croissante. Pourtant, vivre ici exige toujours de composer avec le vent, les distances et un climat changeant. Rhine montre qu'un village peut paraître minuscule face à la nature tout en conservant une identité forte. Dans cet amphithéâtre arctique, chaque maison semble tenir entre la montagne et l'océan par une remarquable obstination collective. Castellfollit de la Roca, Espagne. Dans le nord-est de l'Espagne, Castellfollit de la Roca s'allonge sur une étroite falaise basaltique, dominant les rivières Fluvia et Toronel. Les maisons semblent alignées au bord du vide, sur un promontoire formé par d'anciennes coulées de lave. À certains endroits, la paroi atteint environ 50 mètres de hauteur, donnant au village une silhouette presque irréelle. L'espace disponible a imposé des rues serrées, des bâtiments compacts et une organisation adaptée à la forme de la roche. Le basalte exploité pendant des siècles marque encore l'architecture locale et raconte l'histoire volcanique de la Garotsa. Malgré l'apparente fragilité du site, la communauté continue d'y vivre, de restaurer ses maisons et d'accueillir des visiteurs.
Les risques d'érosion et la conservation du patrimoine exigent cependant une attention constante. Castellfolli de la Rocca montre qu'un village peut transformer une contrainte géologique en identité. Ici, la falaise n'est pas seulement un socle spectaculaire. Elle détermine les rues, les vues, les limites et le rythme quotidien depuis des générations. Une manière vraiment saisissante d'habiter la roche sans jamais oublier sa fragilité naturelle. Koh Phangan, Thaïlande. Au sud de la Thaïlande, Koh Phangan semble flotter entre mer et falaises calcaires. Ce village musulman a été construit presque entièrement sur pilotis, dans la baie de Phang Nga, là où la terre disponible était trop rare pour accueillir une communauté permanente. Maisons, commerces, écoles et mosquées s'élèvent donc au-dessus de l'eau, reliées par des passerelles étroites. La pêche a longtemps constitué le cœur de la vie locale avant que le tourisme ne transforme une partie de l'économie. Les habitants doivent composer avec les marées, l'humidité, la corrosion et l'espace limité. Même le terrain de football, le plus célèbre du village, fut d'abord assemblé sur une plateforme flottante par des enfants déterminés à jouer, malgré l'absence de sol. Aujourd'hui, Koh Phangan accueille des visiteurs tout en conservant ses traditions, sa cuisine et son identité maritime. Ce lieu rappelle qu'une ville n'a pas forcément besoin de rues ni de fondations classiques pour fonctionner. Ici, l'eau n'est pas seulement un obstacle. Elle devient la route, le paysage et la base même d'une existence organisée depuis plusieurs générations autour de la mer. Une remarquable leçon d'ingéniosité collective née entre falaises-marées et besoins quotidiens. Oujgouli, Géorgie. Dans les montagnes du Grand Caucase, Oujgouli rassemble plusieurs hameaux installés à plus de 2000 mètres d'altitude au pied du mont Shkara. Les maisons de pierre et les tours défensives médiévales se dressent dans une vallée longtemps isolée par la neige. Cette architecture unique témoigne de la manière dont les communautés Svan ont organisé leur protection, leur agriculture et leur vie familiale. Pendant l'hiver, les routes peuvent devenir difficiles, voire temporairement impraticables. Les habitants doivent en prévoir nourriture, combustible et soins avant les fortes chutes de neige. L'élevage, les cultures d'altitude et l'entraide restent essentiels, même si le tourisme apporte désormais de nouveaux revenus.
L'ensemble de la Haute-Svaneti est reconnu par l'UNESCO pour ses villages et ses nombreuses maisons-tours préservées. Mais cette renommée entraîne aussi des changements avec davantage de visiteurs de travaux et de pression sur les traditions locales. Ujguli semble impossible parce qu'il réunit altitude, isolement et hiver rigoureux. Pourtant, ses habitants y vivent depuis des siècles. Les tours ne sont donc pas de simples monuments. Elles représentent une méthode ancienne pour habiter durablement un territoire où la montagne contrôle encore les routes, les saisons et presque tous les gestes du quotidien. Maison dans les arbres des Korowai, Indonésie. Dans les forêts marécageuses de Papouasie, certaines familles Korowai ont traditionnellement construit leurs maisons au-dessus du sol, parfois à une hauteur impressionnante. Ces habitations reposent sur de grands arbres et sont assemblées avec du bois, des lianes de l'écorce et des feuilles de sagoutier. Elles permettent de rester éloignées de l'humidité, des insectes et des crues saisonnières. L'accès se fait par des troncs entaillés servant d'échelle, ce qui transforme chaque montée en exercice d'équilibre. La construction exige une parfaite connaissance des arbres capables de supporter le poids de la structure des occupants et des réserves. Ces maisons servent aussi à organiser la vie familiale dans une forêt où les déplacements se font à pied ou en pirogue. Toutefois, toutes les habitations Korowai ne sont pas perchées à des hauteurs extrêmes et de nombreuses familles vivent désormais dans des villages plus proches des services modernes. Leur architecture reste néanmoins un remarquable exemple d'adaptation au milieu tropical. Ici, le sol gorgé d'eau n'a pas empêché l'installation humaine. Il a simplement poussé les bâtisseurs à déplacer leur foyer vers la canopée, là où l'air circule et où la forêt devient elle-même fondation. Oasis de Huacachina, Pérou. Au milieu du désert côtier péruvien, Huacachina apparaît comme une image impossible, un petit lagon entouré de palmiers d'autel et de dunes gigantesques. Cette oasis située près d'Ica s'est développée autour d'une source naturelle, autrefois réputée pour ses propriétés thérapeutiques. Aujourd'hui, elle constitue surtout une destination touristique célèbre. Mais vivre au pied de dunes mobiles demande une adaptation constante. Le sable envahit les routes, les bâtiments et les espaces publics, tandis que le niveau du lagon doit être maintenu artificiellement.
Les habitants dépendent largement du tourisme des excursions en buggy et du surf sur sable. Derrière la carte postale, l'oasis reste fragile face à la pression urbaine, au manque d'eau et à l'érosion. Ouakachina montre comment une communauté peut prospérer dans un milieu presque entièrement minéral. Ici, quelques rues encerclent l'eau, comme une frontière vitale, et chaque dune rappelle que le désert pourrait reprendre rapidement l'espace occupé par les maisons, les commerces et les visiteurs. Un équilibre étonnant entre mémoire tourisme et survie parmi les sables. Longyearbyen, Norvège. À 78 degrés de latitude nord, Longyearbyen est le principal centre habité de l'archipel du Svalbard. Environ 2400 personnes issues de dizaines de pays vivent dans cette petite ville arctique entourée de montagnes de glaciers et de vallées sans arbres. Ici, le froid ne constitue qu'une partie du défi quotidien. La nuit polaire enveloppe la région pendant plusieurs semaines, tandis que le soleil reste continuellement visible durant une grande partie de l'été. Les bâtiments reposent sur des fondations adaptées au pergélisol, dont le réchauffement menace désormais routes et infrastructures. Manmena. Les déplacements hors de la ville exigent aussi une préparation particulière en raison des ours polaires. Longyearbyen fut développée autour des mines de charbon, mais elle dépend aujourd'hui davantage de la recherche du tourisme et des services. Les provisions arrivent principalement par bateau ou avion. Malgré son isolement, la ville possède écoles, universités, commerces et équipements culturels. Elle démontre qu'une communauté moderne peut fonctionner presque au pôle Nord, à condition que chaque construction, transport et activité respecte les règles imposées par l'Arctique. Météore, Grèce. Dans la plaine de Thessalie, les météores dressent d'immenses colonnes de grès au-dessus de la ville de Kalambaka. Dès le XIe siècle, des ermites recherchèrent l'isolement sur ces sommets, presque inaccessibles. Plus tard, 24 monastères furent construits sur les rochers, comme si les bâtiments avaient été déposés entre terre et ciel. Autrefois, moines matériaux et provisions montaient grâce à des échelles amovibles, des cordes et des filets suspendus. Des escaliers permettent aujourd'hui un accès plus simple, mais les pentes, le vent et l'érosion rappellent toujours la difficulté du site.
6 monastères restent actifs et accueillent des visiteurs La vie religieuse y coexiste avec un tourisme intense exigeant protection des fresques, entretien des bâtiments et contrôle des accès. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les météores montrent comment une communauté peut transformer un relief apparemment inhabitable en refuge spirituel. Ici, l'isolement n'a pas empêché la construction, il en constituait précisément la raison. Tchoukotka, russien. À l'extrême nord-est de la Russie, la Tchoukotka s'étend entre toundra montagne et mer glacée face à l'Alaska. Les localités y sont séparées par d'immenses distances, souvent sans route permanente. L'hiver apporte obscurité, vent violent et température de très basse, tandis que le pergélisol complique chaque construction, canalisation et fondation. Les habitants dépendent de l'avion du bateau des routes de glace et de convois saisonniers pour recevoir nourriture, carburant et matériel. Les peuples autochtones Tchouktches et Yupiks maintiennent des traditions liées à l'élevage du renne, à la pêche et à la chasse maritime. Dans certains villages, les bâtiments sont surélevés afin de limiter la chaleur transmise au sol gelé. La vie quotidienne exige donc une logistique précise, car une panne ou un retard peut rapidement devenir sérieux. Pourtant, ces communautés possèdent une connaissance remarquable du climat des animaux et des itinéraires. En Tchoukotka, l'isolement n'est pas un décor spectaculaire, mais une réalité structurante. Habiter ici signifie organiser chaque déplacement autour de la météo, préserver les ressources et transformer un environnement apparemment inhabitable en territoire culturel, économique et familial durable. Une endurance relie villages isolés, familles nomades et ports tournés vers l'Arctique. Nueva Venecia, Colombie. Dans la lagune de Ciénaga Grande de Santa Marta, Nueva Venecia ne possède presque ni rue ni trottoir. Ce village colombien est construit sur pilotis, au-dessus d'une vaste étendue d'eau reliée à la mer des Caraïbes. Les maisons colorées, l'école, l'église et les commerces ne sont accessibles qu'en bateau. La pêche demeure le principal moteur de la communauté, mais la vie dépend étroitement de la qualité de l'eau et de la santé des mangroves. Pollution, variation de salinité et dégradation écologique peuvent affecter les poissons, les revenus et l'alimentation. Les habitants utilisent des embarcations pour aller travailler, étudier, acheter des produits ou rendre visite à leurs proches.
malgré l'isolement. Nueva Venecia possède une forte vie collective, visible dans ses fêtes, son terrain de sport sur pilotis et ses traditions. Ce village démontre qu'une communauté peut remplacer les routes par des canaux et organiser tout son quotidien sur l'eau. Ici, chaque bateau joue le rôle d'une voiture d'un bus et parfois même d'une ambulance. Une organisation ingénieuse façonnée par la lagune, les saisons et la solidarité. Tliaratinski Rosse. Dans le sud-ouest du Daghestan, le district de Tliaratinski occupe une région montagneuse proche des frontières géorgiennes et azerbaïdjanaises. Son centre administratif, Tliarata, est entouré de vallées profondes de hauts sommets et de dizaines de villages dispersés. Certaines localités sont installées sur des pentes où construire une route, une école ou un réseau d'eau devient un véritable défi d'ingénierie. L'hiver, la neige et les avalanches peuvent interrompre les communications, tandis que les glissements de terrain compliquent les déplacements pendant les périodes humides. L'élevage constitue une activité essentielle, adaptée au pâturage d'altitude et aux déplacements saisonniers. La population, majoritairement avare, maintient des traditions, une architecture de pierre et des liens communautaires renforcés par l'isolement. Dans cette région, un trajet court sur la carte peut demander plusieurs heures sur des routes sinueuses. Tliaratinski montre que l'habitat montagnard ne dépend pas seulement de maisons solides, il exige aussi des réserves, une organisation collective et une connaissance précise des saisons. Ici, les villages ne dominent pas la montagne. Ils apprennent à occuper les rares espaces qu'elle accepte de leur laisser, génération après génération. Bonifacio, France. À l'extrémité méridionale de la Corse Bonifacio, semble suspendue au-dessus de la Méditerranée. Sa citadelle et ses maisons anciennes occupent un plateau calcaire entaillé par le vent et les vagues. Depuis la mer, certaines constructions paraissent posées directement au bord des falaises blanches dont la base est progressivement sculptée par l'érosion. Cette position spectaculaire offrait autrefois une défense naturelle et permettait de surveiller le détroit séparant la Corse de la Sardaigne. Mais elle impose aussi des contraintes, rues escarpées, espaces limités, embruns salés et entretien constant des bâtiments. Le port installé dans une crique profonde relie la ville à la mer et soutient pêche-plaisance et tourisme.
Bonifacio doit aujourd'hui protéger son patrimoine, tout en surveillant la stabilité de ses falaises et la pression exercée par les visiteurs. La ville rappelle qu'un site considéré comme idéal pour une forteresse peut devenir complexe à habiter au quotidien. Ici, l'architecture ne s'est pas contentée de suivre le relief. Elle s'est installée au bord même de la roche, transformant une position défensive en l'une des silhouettes urbaines les plus étonnantes de Méditerranée. Vallée de Huangxian, Chine. Dans la province chinoise du Jianghe, la vallée de Huangxian associe falaises, cascades, forêts et bâtiments accrochés à la roche. Certaines maisons semblent suspendues au-dessus du ravin, reliées par des passerelles et des escaliers abrupts. Pourtant, ce paysage spectaculaire n'est pas un ancien village demeuré intact pendant des siècles, mais un site touristique largement aménagé et ouvert récemment au public. Son architecture s'inspire des villages traditionnels du Jiangxi, avec façades en bois toiture courbe et ruelles éclairées à la tombée de la nuit. Construire ici exigeait de stabiliser les pentes, d'intégrer les réseaux et de créer des accès dans un relief très contraignant. Restaurants, hébergements et espaces culturels occupent désormais cette vallée autrefois marquée par des activités rurales et minières. Huangxian illustre ainsi une autre forme de localité impossible, non pas une communauté née naturellement dans l'isolement, mais un paysage habité, recréé pour faire revivre une esthétique régionale. Entre falaises et brumes, l'ensemble brouille volontairement la frontière entre village décor et prouesse d'ingénierie touristique contemporaine. Lamayuro, Inde. Dans le Ladakh indien, Lamayuru se dresse au milieu d'un paysage minéral, souvent comparé à la surface de la Lune. Le village occupe des pentes sèches à plus de 3000 mètres d'altitude, où l'eau, les terres cultivables et l'oxygène sont limités. Au-dessus des maisons se trouve l'un des plus anciens monastères bouddhistes de la région. Les habitants ont appris à utiliser les rares sources à cultiver l'orge et à construire avec pierre, bois et terre. L'hiver isole davantage la vallée, tandis que les routes de montagne restent exposées à la neige et aux éboulements. Le monastère attire pèlerins et voyageurs apportant des revenus, mais aussi de nouvelles pressions.
Lamayuru montre qu'un village peut survivre dans un relief presque désertique grâce à une gestion précise de l'eau et à de solides traditions communautaires. Ici, chaque champ vert semble défier directement l'aridité du Ladakh et prouve que l'altitude n'empêche ni la foi ni l'agriculture. Monemvasia, Grèce. Sur la côte sud-est du Péloponnèse, Monemvasia occupe le flanc d'un énorme rocher relié au continent par une étroite chaussée. Fondée à l'époque byzantine, la cité fut conçue comme un refuge fortifié, presque invisible depuis la terre. Derrière ces remparts, ruelles pavées, maisons de pierre et églises se serrent entre la falaise et la mer Égée. Aucune voiture ne circule dans la vieille ville. Les marchandises, les bagages et les matériaux doivent avancer à pied dans des passages étroits, parfois sous des voûtes ou sur des escaliers abrupts. Cette organisation complique l'entretien, mais protège aussi l'atmosphère médiévale du lieu. Pendant des siècles, Monemvasia a contrôlé des routes maritimes importantes et changé plusieurs fois de pouvoir. Aujourd'hui, habitants hôteliers et artisans occupent des bâtiments restaurés, tandis que le tourisme soutient largement l'économie locale. Le rocher protège du vent et offre une défense naturelle, mais il limite fortement l'espace disponible. Monemvasia démontre ainsi qu'une ville peut fonctionner sans rue moderne, sans circulation ordinaire et presque sans terrain plat. Ici, chaque maison s'adapte à la pente, chaque passage suit la roche et chaque livraison rappelle que cette forteresse reste un lieu habité, pas seulement un décor historique posé au-dessus de la mer. Une adaptation urbaine patiente y transforme chaque contrainte en héritage vivant. Coober Pedy, Australien. Dans l'arrière-pays australien, Coober Pedy subit des étés si chauds que de nombreux habitants ont choisi de vivre sous terre. Cette ville minière, célèbre pour ses opales, possède des maisons creusées dans la roche appelées dugous. À quelques mètres sous la surface, la température reste beaucoup plus stable que dans le désert extérieur. Ces habitations souterraines comprennent chambres, cuisines, églises, hôtels et espaces commerciaux. Elles réduisent le besoin de climatisation tout en réutilisant parfois d'anciennes galeries minières. La ville doit néanmoins gérer l'éloignement. Le manque d'eau et les distances considérables séparant les services
Son paysage est marqué par des tas de déblais et des puites traces de décennies de prospection. Coober Pedy démontre qu'habiter le désert ne signifie pas forcément lutter directement contre la chaleur. Ici, les habitants ont simplement déplacé la ville dans le sous-sol, transformant la roche en isolation naturelle et une contrainte climatique extrême en solution architecturale durable. Ittoqqortoormiit, Groenland. Sur la côte orientale du Groenland, Ittoqqortoormiit se trouve à l'entrée du plus vaste système de fjords du monde. Environ quelques centaines d'habitants vivent dans cette localité isolée, entourée de montagnes, de toundra et d'une mer souvent bloquée par la glace. Aucune route ne relie le village aux autres villes groenlandaises et l'accès dépend principalement de l'hélicoptère du bateau ou de longues traversées hivernales. Les provisions arrivent selon un calendrier précis, car la navigation reste possible pendant une période limitée. Les habitants doivent donc anticiper nourriture, carburant, matériel et réparation. La chasse et la pêche continuent de jouer un rôle culturel et économique important aux côtés des services publics et du tourisme d'expédition. L'hiver apporte une longue obscurité, tandis que les températures, le vent et la glace rendent chaque déplacement plus complexe. Les maisons colorées sont construites pour résister au climat, mais le changement climatique modifie progressivement le pergélisol, les routes maritimes et les habitudes de chasse. Ittoqqortoormiit représente une forme extrême d'autonomie collective. Ici, une panne, un retard de ravitaillement ou une mauvaise prévision météorologique peut affecter toute la communauté. Pourtant, écoles, commerces de communication et vie familiale continuent de fonctionner. Le village prouve qu'un territoire presque inaccessible peut rester habité lorsque la coopération, la connaissance de l'Arctique et l'organisation quotidienne compensent l'éloignement. Atuler, China. Dans les montagnes du Sichuan, Atuler semble poser sur une plateforme naturelle, séparée du fond de la vallée par des falaises presque verticales. Pendant longtemps, ses habitants haïs rejoignaient le village au moyen d'échelles rudimentaires, faites de bois et de lianes. Enfants, agriculteurs et provisions devaient franchir cette ascension impressionnante, parfois enveloppée de brume. Une structure métallique comportant plusieurs milliers de marches a ensuite remplacé les anciennes échelles, améliorant la sécurité sans supprimer l'isolement. L'accès reste long physique et dépendant des conditions météorologiques.
partie de la population a été relogée dans des habitations plus accessibles, tandis que certaines familles sont restées pour préserver leurs terres. Leur culture et les activités touristiques apparues autour du site. Atulaire illustre ainsi les choix difficiles rencontrés par les communautés montagnardes, accepter les services modernes en quittant le territoire ancestral, ou maintenir une présence dans un lieu où chaque déplacement demande un effort considérable. Ici, la falaise n'est pas seulement un obstacle géographique. Elle a façonné l'architecture, l'éducation, l'économie et l'identité d'un village devenu célèbre précisément parce qu'il semblait impossible à atteindre depuis la vallée située plusieurs centaines de mètres plus bas. Bagdad, Philippines. Dans les montagnes de la province d'Ifugao, Bagdad occupe un amphithéâtre naturel entièrement sculpté en rizière. Les terrasses suivent les courbes abruptes du relief, formant des gradins verts qui descendent vers le village. Aucun large réseau routier n'a créé ce paysage. Il résulte d'un travail collectif transmis pendant des générations, avec des murs des canaux et des parcelles adaptées à chaque pente. L'eau descend depuis les forêts situées au-dessus des terrasses, puis circule d'un niveau à l'autre grâce à un système d'irrigation précis. Les habitants doivent constamment réparer les murs, nettoyer les canaux et ajuster les cultures aux saisons. Le transport des matériaux reste difficile car de nombreuses zones ne sont accessibles qu'à pied. Bagdad fait partie des ensembles de rizières des cordillères philippines inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pourtant, l'exode des jeunes, les changements climatiques et le coût de l'entretien menacent cet équilibre ancien. Le tourisme apporte des revenus, mais augmente aussi la pression sur l'eau et les déchets. Bagdad montre qu'un village impossible ne repose pas forcément sur une falaise ou sur l'océan. Ici, toute la montagne a été transformée en infrastructure agricole, où chaque marche soutient à la fois une récolte, une famille et un héritage vivant. Village traditionnel de Sumba, Indonésie. Sur l'île indonésienne de Sumba, les villages traditionnels se reconnaissent à leurs maisons aux toits extrêmement élevés. Construites en bois, bambou et chaume, ces habitations sont souvent organisées autour d'une place centrale, occupée par de grandes tombes mégalithiques. Leur silhouette ne répond pas seulement au climat, elle reflète aussi la religion ancestrale, marapu, et la place accordée aux esprits familiaux.
L'intérieur se divise généralement entre espaces humains, zones réservées aux animaux et parties supérieures destinées aux réserves ou aux objets rituels. Le toit exige beaucoup de matériaux et un entretien régulier, surtout face aux pluies au vent et aux incendies accidentels. Les habitants vivent principalement de l'agriculture, de l'élevage et du tissage de licates célèbres pour ses motifs complexes. Les cérémonies, les alliances entre clans et les traditions funéraires continuent d'organiser la vie communautaire. Cependant, les matériaux modernes, les coûts d'entretien et le tourisme transforment progressivement ces villages. Sumba rappelle qu'une maison peut servir simultanément d'abri de grenier, de lieu rituel et de symbole social. Ici, l'architecture relie les vivants, les ancêtres et le paysage dans une organisation conservée depuis des générations. Vernazza, Italie. Sur la côte ligure, Vernazza occupe une étroite ouverture entre la Méditerranée et des collines abruptes couvertes de terrasses. Les maisons colorées se serrent autour d'un petit port naturel, tandis que les ruelles montent rapidement entre escaliers arches et murs de pierre. Dans ce relief contraignant, chaque parcelle habitable a été utilisée avec une remarquable précision. Pendant des siècles, les habitants ont construit des murets pour cultiver vignes et oliviers sur des pentes qui semblaient impropres à l'agriculture. Ces terrasses exigent un entretien constant, car les pluies intenses peuvent bel provoquer érosion, glissement de terrain et inondations soudaines. Vernazza fait partie des 5 terres inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO pour leur paysage culturel. Le tourisme soutient aujourd'hui une grande partie de l'économie, mais il exerce aussi une pression sur les logements, les sentiers et les services. Le village reste relié principalement par le train, la mer et des routes étroites. Vernazza montre comment une communauté peut transformer une bande de côte presque impraticable en port, en vignoble et en lieu de vie. Ici, les maisons ne dominent pas la montagne. Elles s'insèrent dans les rares espaces qu'elles laissent entre la roche et les vagues. Mürren, Suisse. Sur une terrasse naturelle dominant la vallée de Lauterbrunnen-Mürren, fait face au sommet de l'Eiger du Mönch et de la Jungfrau. Le village se trouve à plus de 1600 mètres d'altitude et ne possède aucune route ouverte aux voitures ordinaires.
Pour y parvenir, habitants et visiteurs utilisent téléphériques trains de montagne et chemins adaptés au relief alpin. Cette absence de circulation automobile préserve le calme du village, mais elle impose une logistique particulière. Nourriture, matériaux de construction, courrier et équipements doivent être transportés par les installations mécaniques. En hiver, neige, glace et avalanche peuvent perturber les liaisons, tandis que l'entretien des bâtiments exige une attention constante. Muren s'est développé autour de l'agriculture de montagne, puis des sports d'hiver et du tourisme panoramique. Chalets-hôtels et fermes occupent les rares surfaces relativement planes. Le village montre qu'une communauté moderne peut fonctionner sans route classique, à condition de disposer d'un réseau de transport vertical fiable. Ici, les téléphériques ne constituent pas une attraction secondaire. Ils remplacent les camions, les autobus et parfois même les services d'urgence. Muren vit ainsi dans un équilibre précis entre isolement technologie alpine et dépendance quotidienne envers la montagne. La Rinconada, Pérou. À plus de 5000 mètres d'altitude, la Rinconada s'accroche aux Andes péruviennes au pied d'un glacier et d'anciennes galeries aurifères. L'air y contient beaucoup moins d'oxygène qu'au niveau de la mer. Les nuits sont glaciales et le relief complique chaque transport. Pourtant, des milliers de personnes y vivent attirées par la possibilité de trouver de l'or. La ville s'est développée plus vite que ses infrastructures et ses champs. L'eau courante. L'assainissement et la collecte des déchets restent insuffisants, tandis que l'activité minière expose le sol et les habitants à diverses pollutions. Beaucoup de travailleurs dépendent du système du Cachorreo, qui leur accorde certains jours pour extraire du minerai à leur propre compte. La vie quotidienne exige donc une adaptation physique à l'altitude, mais aussi une grande endurance économique. La Rinconada n'est pas née d'un emplacement favorable. Elle existe parce que la montagne contient une richesse assez précieuse pour convaincre des familles de supporter le froid. L'isolement et des services limités. Ici, respirer, se chauffer. Travailler et approvisionner un commerce demande davantage d'efforts qu'ailleurs, faisant de cette localité l'un des exemples les plus extrêmes d'urbanisation permanente en haute montagne. Cette altitude transforme même les tâches ordinaires en épreuves lentes, coûteuses et physiquement éprouvantes pour toute la population. Hotowan-Chine. Sur l'île de Shengshan, au large de la côte chinoise,
Utuwan ressemble à un village que la nature aurait lentement effacé. Ces maisons abandonnées sont couvertes de lierre, tandis que les escaliers, les murs et les ruelles disparaissent sous une végétation dense. Pourtant, ce décor spectaculaire fut autrefois une véritable communauté de pêcheurs. L'isolement, le manque d'espace portuaire et la difficulté d'approvisionner le village poussèrent progressivement la plupart des habitants à partir. Les services, l'école et les emplois étaient plus accessibles ailleurs sur l'île. Quelques personnes sont toutefois restées à proximité ou reviennent pour accueillir les visiteurs. Utuwan occupe donc une place particulière parmi les localités impossibles. Il montre ce qui arrive lorsqu'un environnement devient trop contraignant pour maintenir une population entière. Le village attire aujourd'hui des touristes fascinés par ses façades vertes et son silence. Mais derrière cette image romantique se trouve une histoire d'exode rural. Ici, la nature n'a pas détruit les maisons. Elle les a simplement enveloppées après le départ des familles, transformant un ancien port de pêche en paysage irréel. Tristan da Cunha, Royaume-Uni. Au milieu de l'Atlantique Sud, Tristan da Cunha est considéré comme l'un des territoires habités les plus isolés de la planète. Son unique localité Edinburgh of the Seven Seas se trouve sur une étroite plaine entre l'océan et un volcan culminant à plus de 2000 mètres, Shakti. Aucun aéroport ne relie l'île au reste du monde. L'accès dépend de quelques navires quittant principalement l'Afrique du Sud et la traversée peut durer plusieurs jours. Les habitants doivent donc organiser longtemps à l'avance nourriture, médicaments, carburant et pièces de rechange. La pêche, l'agriculture, l'administration et la vente de timbres soutiennent l'économie locale. Les terres sont gérées collectivement, tandis que la petite population entretient des liens familiaux très étroits. Tempêtes, houles et activités volcaniques rappellent cependant la vulnérabilité du site. Une éruption força même l'évacuation de la communauté au XXe siècle, avant son retour sur l'île. Tristan da Cunha démontre qu'une société peut fonctionner sans aéroport, sans ville voisine et avec très peu de liaisons annuelles. Ici, l'autonomie n'est pas un choix pittoresque, mais une condition essentielle de la vie quotidienne pour tous.